Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Oui, encore un. Ça s'enchaîne un petit peu en ce moment au niveau des achats. Donc là, je vous fais un book haul de mes achats de juillet. On va croiser les doigts pour que la fin d'année soit un petit peu moins chargée en achats et que je puisse vous présenter davantage des livres que j'ai déjà présentés en book haul. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une rétrospective des book hauls, genre le premier book haul que je vous ai présenté, savoir si si je vous ai présenté tous les livres qu'il y a dedans. Ça commence à être n'importe quoi au niveau de la place, je commence à plus du tout en avoir. Tous les achats quasi que j'ai faits sont faits en occasion. Quand c'est du neuf, je vous le dirai, mais sinon c'est de l'occasion par défaut. Ça a été commandé sur Momox. J'ai fait 3 commandes, je crois, encore en juillet, 2 ou 3 commandes. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être un petit peu long, il y en a encore une trentaine, je crois. Donc on commence avec les livres que j'ai repérés sur les box Exploratologie. Vous savez que c'est des endroits où j'aime bien aller voir les suggestions des anciennes box. On va commencer tout de suite avec une immense sensation de calme de Laurine Roux chez Folio. Donc là on est dans un univers enneigé. Une jeune fille va rencontrer un personnage assez énigmatique et mystérieux qui s'appelle Igor. Ils vont partir tous les deux, s'isoler dans une cabane visiblement, et il va y avoir des histoires de légendes et les souvenirs qui vont s'immiscer entre les deux personnages. C'est entre histoire d'amour et lien avec la mort. Je ne sais pas, il va y avoir un truc comme ça. Je ne sais pas du tout quoi en attendre, mais ça me tente plutôt bien, d'autant qu'il est tout petit. Et ça se passe dans un univers enneigé. Voilà, parfait pour cet hiver, je me le garde au chaud. Ou plutôt, si j'ai envie de le lire plus tôt, je le lirai plus tôt, mais c'est vrai que de base, je m'étais dit que ça serait pas mal pour cet hiver. Le deuxième titre, on est toujours dans les étendues enneigées avec Aucun homme ni Dieu de William Giraldi, c'est chez J'ai lu. J'aime beaucoup cette couverture. On est toujours dans les étendues enneigées, puisque là, il va être question d'une disparition d'enfants et du père, je crois, qui va partir à sa recherche, s'enfoncer dans la toundra, à la poursuite d'une meute de loups, pour retrouver cet enfant. J'en sais pas plus, je ne connais pas du tout cet auteur. Voilà, je l'ai vu sur les box Exploratologie, ça faisait partie d'une ancienne box. Et du coup, ça me parle plutôt. Je sais pas, il va peut-être y avoir des histoires de chamanisme. Encore une fois, c'est écrit assez gros. J'en sais pas plus, mais il m'intrigue bien celui-là. On part sur les éditions Zulma avec ces superbes couvertures que j'adore. L'authentique Pearline Porteous de Kay Miller. C'est traduit de l'anglais de la Jamaïque. Et justement, on va suivre Adamine qui est née dans une léproserie en Jamaïque où sa mère tissait des bandages multicolores, enfin arc-en-ciel. Elle a aussi une institutrice sur place qui lui lisait Janer et puis une gardienne ancêtre puisqu'elle est morte à 500 ans, paraît-il. On va suivre du coup 2 narrateurs visiblement, donc l'écrivain qui est à Londres et Adamine, donc qui est décrite comme une prophétesse, une crieuse de vérité. Alors je ne sais pas du tout ce qui va en être. Il va y avoir des secrets de famille visiblement et ça me tente vraiment. Je connais très peu la littérature de la Jamaïque, donc j'ai plutôt hâte de me lancer dedans. Et le dernier qui est dans ma wishlist depuis très très longtemps via les box Exploratologie, il s'agit de L'Enfant du fleuve de Luis dos Santos. C'est chez Yovanna, collection roman situé. Donc ce qui est intéressant avec ce roman, c'est un roman uruguayen. Alors je ne connais pas du tout cette maison d'édition, je la connais pas, et les romans d'Uruguay, c'est vraiment quelque chose que je connais très peu. En Amérique du Sud, je connais quelques pays, mais franchement l'Uruguay, c'est pas ce qui me parle. Ce qui est intéressant avec cette collection, je vais vous montrer derrière, c'est
qu'en fait on a des situations géographiques, donc par continent. Donc vous savez que j'aime bien situer mes lectures par continent. Et du coup, je trouve ça intéressant. C'est assez original au niveau du résumé. On est sur l'autre côté. C'est une quête initiatique d'un petit garçon dont on va suivre les liens avec son meilleur ami, avec son chien, avec un ermite qui vit pas très loin du village et aussi avec l'esprit de son grand-père. Donc il vit en Uruguay mais il va partir chez sa grand-mère au Brésil. Et voilà, on va suivre sa vie tout le long du fleuve. Je ne sais pas du tout quoi en attendre, je connais pas du tout la littérature de l'Uruguay. J'aime beaucoup la typographie de ce roman, je trouve ça assez original. C'est un roman très court, donc ça va être vite lu, je pense. J'en attends une découverte de ce pays qu'est l'Uruguay, que je ne connais pas, du village visiblement de cet auteur, dont c'est le premier roman. Il met en scène ses personnages dans le village dans lequel il a grandi, et je trouve ça plutôt intéressant. Je suis assez curieuse de ce roman. Je vais vous présenter 3 livres qui sont dans ma wishlist depuis longtemps. Mais quand je vous dis longtemps, c'est vraiment très très longtemps. Je pense que celui-ci, c'est un des premiers que j'ai rajouté à ma wishlist quand je me suis inscrite sur Babelio. Il s'agit de Comment cuisiner son mari à l'africaine de Calixte Beyala. C'est une édition chez J'ai lu, c'est pas celle que je voulais, mais c'est pas grave, en poche c'est très bien. Je sais pas si c'est un recueil de contes ou si c'est une histoire tout d'une traite. On va suivre une histoire d'amour, on va suivre un jeune garçon qui vit avec sa mère et ils ont une poule en animal de compagnie. Et en fait ça va être émaillé de recettes de cuisine. Par exemple, voilà, vous avez une recette. Et en fait vous avez la liste des recettes. À la fin, au lieu d'avoir une table des matières, vous avez la table des recettes. Et je trouve ça vraiment sympa en fait. À chaque fin de chapitre, vous avez une recette. Donc je sais pas quelle part ça a dans l'histoire. Ça me parle plutôt. On va être sur de la littérature africaine traditionnelle, enfin entre tradition et modernité. Et la littérature africaine m'intrigue beaucoup. Donc entre les étendues enneigées, la Jamaïque, l'Uruguay et l'Afrique, il y a de quoi faire. Celui-ci, pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma wishlist, donc j'étais plutôt contente de le trouver. Il s'agit de Corée des villes, Corée des champs. Alors c'est un recueil de nouvelles collectifs paru chez Decrescenso dans leur collection Microfiction. Donc c'est une collection qui présente des nouvelles et Decrescenso, c'est une maison d'édition qui fait de la littérature coréenne. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et effectivement ils font essentiellement de la littérature coréenne. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir une petite maison d'édition. Donc là on va avoir 6 auteurs et donc 6 nouvelles différentes qui vont nous apporter des visions de la Corée entre ville et campagne, sur la famille, sur la vision des relations amoureuses en Corée, sur le lien avec l'étranger, sur le lien avec l'écologie. Ces nouvelles ont été publiées dans les années 60-70, donc voilà, c'est sur le développement économique et industriel de la Corée en toile de fond. Je connais très peu la littérature coréenne, mais ça semble être assez aéré. On est un petit peu dans le format, vous savez, un petit peu comme chez Actes Sud, ce format assez allongé. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ce que chaque auteur peut apporter sur cette vision de la ville en Corée. On repart sur une littérature que vous voyez beaucoup chez moi et sur un titre que j'ai vu il y a peu de temps. Il s'agit des livres de Sayuri de Lucia Hiratsuka. C'est chez Anaquana Junior. Donc Anaquana, vous en avez vu d'autres en roman adulte. C'était essentiellement de la littérature brésilienne. Là, ça parle du Japon, mais il y a quand même un lien avec le Brésil puisque on va suivre Sayuri qui est fille de japonais, mais ils sont installés au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait il va y avoir une mise au banc des japonais par la société brésilienne puisque la société brésilienne est du côté des alliés. Elle va cacher un livre et participer à une école secrète, donc résistance culturelle. Je suis plutôt curieuse, c'est un roman jeunesse illustré. Et visiblement, il y a tout un dossier à la fin sur le Brésil et le Brésil à l'époque de
la Seconde Guerre mondiale. C'est un thème qui me plaît plutôt. Ensuite, je vais vous présenter des livres qui, pour la plupart, ne sont pas dans ma pile à lire. C'est juste des achats de livres parce que c'est des choses que j'ai beaucoup aimé, que j'avais soit en numérique, soit en audio, soit dans des éditions qui ne me plaisaient pas ou dont je voulais certaines éditions. Donc j'ai acheté ces livres-là, mais pour la plupart, je les ai déjà lus. On commence par le coffret, voilà, le coffret Au cœur du Yamato de Aki Shimazaki chez Babel. Donc, je vous ai déjà présenté en point lecture en juin Mitsuba. Je vous ai présenté dans le point lecture du juillet-août Zakuro. Et donc, il me reste à lire Tombo, Tsukushi et Yamabuki. Donc, il m'en reste 3 à lire sur cette pentalogie. Aki Shimazaki, voilà, il est sublime ce coffret, je me suis jetée dessus quand je l'ai vu en librairie. Pour le coup, celui-là, je l'ai acheté neuf et j'ai vraiment hâte de lire la suite de cette pentalogie, mais je vous en parlerai tout bientôt. On est dans le Japon années 60 et on va en avant, en arrière de cette décennie 60-70. C'est très doux et il y a l'histoire de 5 personnages dans cet univers et qui vont avoir des liens les uns avec les autres, plus ou moins, et des liens aussi dans leur histoire familiale. Le deuxième roman, un gros coup de cœur. Je vous l'avais présenté, je l'avais emprunté en fait à la médiathèque. Et du coup, je me le suis pris parce que je le relirai. Il s'agit de Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Je vous mettrai mon point lecture en barre d'infos si vous voulez plus de détails sur ce livre parce que ça a été un monumental coup de cœur, l'un de mes gros coups de cœur de cette année. Et en fait, je l'ai acheté mais j'ai envie de le relire. Voilà. Donc ça fait partie des livres qui ne sont plus dans ma pile à lire. Un autre livre que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, dans les 20 films découverts par les adaptations. Voilà, donc L'Histoire sans fin de Michael Ende. Là, dans cette édition que je voulais au livre de poche, ça c'est l'édition dans laquelle j'ai découvert le roman. Et en fait, j'ai prêté ce livre, on ne me l'a jamais rendu, donc j'ai galéré à retrouver ce livre d'occasion parce qu'il n'est plus édité en poche. On peut le commander qu'en grand format. Et du coup, à trouver en occasion, je tombais tout le temps sur la couverture, je vous mettrai ici la couverture moche avec l'affiche enfin, une image du film. Non, c'était pas possible. trop kitsch pour moi. J'adorais cette couverture-ci. Marc Simonetti qui a fait ça. Je trouve que les couvertures aux livres de poche sur les collections imaginaires sont très belles. Je suis ravie d'avoir retrouvé cette édition. Ensuite, une autre édition que je cherche depuis très longtemps, il s'agit de la première édition du Château de Hurle de Diana Wynne Jones au Pré-au-Clair. Donc c'est la première traduction française qui a été faite de ce roman de Diana Wynne Jones qui a été retraduit par Inis récemment. Mais c'est une autre traduction, donc là c'est la première traduction. Il faut savoir que ce livre-là, en occasion, habituellement, on le trouve à 40, une quarantaine d'euros. Sachant que neuf, il fait, je sais pas, il devait faire 17 euros peut-être, 15-17 euros, neuf. Donc on le trouvait à 40 euros, voire 60 euros pour certaines fois. Non, je ne mets pas 40 euros ou 50 euros dans un livre d'occasion, je ne suis pas à ce point-là. Là, je l'ai trouvé à 9 euros, je crois. Je l'ai vu à 9 euros sur Momox en très bon état, j'ai foncé dessus. Et autant vous dire que celui-là, il va rester sur mes étagères et je vais bien le garder précieusement. Ensuite, je me suis procuré La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le préquel de Hunger Games de Suzanne Collins. Pareil, je ne sais pas si vous aurez vu le point lecture sur les romans de juillet-août, avant ou après ce book haul. Toujours est-il que si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos. On est sur l'histoire de Coriolanus Snow. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Et puis voilà, je vous mettrai ma vidéo d'avis en barre d'infos pour plus de détails. Mais je me suis jetée dessus, je l'ai écouté en audio en fait. Je l'avais pris en audio sur Audiolib, enfin sur Audible. Et du coup, je voulais l'avoir en papier parce que j'ai toute la saga en papier. Donc je voulais l'avoir dans mes étagères. Un coup de cœur aussi, je me suis procuré Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Licard chez First Edition.
Là, je l'avais lu en numérique et du coup, je voulais l'avoir en papier pour pouvoir l'annoter parce que c'est un truc de développement personnel et c'est quelque chose, enfin, on a besoin d'y revenir. Et je trouve que c'est bien pour ces livres-là de les avoir en papier pour pouvoir les feuilleter, passer à des passages. Le format numérique n'est pas pratique pour ça. Et j'ai oublié de vous dire que ça, je l'ai acheté neuf, hein. C'est le seul. Ensuite, je voulais vous montrer deux récits autobiographiques. Il y a une autobiographie et un récit autobiographique. Donc le premier, il s'agit de Just Kids de Patti Smith chez De Noël. Là, on est sur une autobiographie donc de Patti Smith et de Robert Mapplethorpe, donc son compagnon, dans les années 60-70 à New York, dans le milieu artistique. C'est une figure d'artiste que je trouve fascinante, au même titre que Frida Kahlo par exemple. Je trouve que ce genre de femme est assez inspirante et je suis curieuse de voir ce que ça peut donner en autobiographie, enfin voilà, de découvrir sa vie tout simplement. Et le deuxième, je vous l'ai présenté dans ma vidéo point lecture de mes romans de cet été. Et il s'agit de Ressac de Digly, Maureen Wingrove alias Digly chez La Ville Brûle. Voilà, c'est pareil, je vous mettrai ma vidéo en barre d'infos si vous voulez mon avis parce que ça a été mon méga coup de cœur de cette année. J'ai adoré. On est dans un récit autobiographique où l'autrice part en retraite dans une abbaye pendant 5 jours et on va avoir son récit un petit peu sous forme de journal intime. C'était puissant. Celui-là, je me le suis trouvé, je l'avais emprunté à ma mère à l'origine. Et en fait, je me le suis acheté d'occasion. Je voulais pas l'acheter neuf, mais au final, bon, j'ai trouvé d'occasion, j'ai économisé un tout petit peu. Et j'ai qu'une hâte, c'est de me le faire dédicacer. Je vais vous parler d'achats qui m'ont été inspirés par des vidéos YouTube. Parce que j'ai vu ces vidéos et en fait le livre est directement parti en wishlist parce que ça me faisait trop envie. Le premier, il s'agit de Risque Zéro de Pete Ottman chez Milan Collection Macadam. Alors ce livre n'est plus édité, donc je l'ai trouvé en occasion. C'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui en a parlé dans ces vidéos, ces livres qu'on ne voit pas partout ou quelque chose comme ça. Je suis hyper hypée par ce livre là puisqu'on est dans une société où le risque a disparu, donc c'est-à-dire le risque est devenu un délit dans cette société. Donc plus de sport, plus de passion, plus rien qui ne pourrait vous attirer des risques en fait. Et on va suivre un jeune homme de 16 ans qui bien sûr va se révolter contre cette société. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il faut une société avec ce genre de pratique où le risque n'existe pas, ou est-ce que le risque peut être toléré si tant est qu'on le maîtrise? Donc je trouve ça intéressant, les réflexions que ça peut apporter. On est encore sur de la dystopie. Je trouve ça chouette en fait, la dystopie adolescente, surtout que là ça date de 2006, donc ça commence à dater un peu. Et j'aime bien cette époque. Je trouve que cette époque pour la science-fiction a été assez prolifique et assez intéressante au niveau réflexif. Et le deuxième, il s'agit du premier tome de Guerre et dinosaures de Victor Mailan chez Pocket. Ça m'a été inspiré par, par les mots de l'imaginaire qui en a très bien parlé. Et voilà, ça m'a complètement tenue en haleine ce qu'elle en a dit. C'est un croisement entre le Trône de Fer et Jurassic Park avec des guerriers gays montés sur des dinosaures. Que demander de plus? Le truc complètement barré. Il va y avoir une quête initiatique visiblement, un personnage amnésique qui va tenter de retrouver la mémoire, des complots politiques, du machiavélisme, enfin voilà, des guerres et des élevages de dinosaures qui sont élevés pour aller sur les champs de bataille. Que demander de plus, hein, franchement. Bon, c'est un petit pavé, mais il paraît que c'est fun, donc je vais tenter. Ensuite, je me suis pris, là on va être sur des premiers romans SFFF. Donc là, la bibliothèque de Moonchar de Scott
Hawkins chez Folio SF avec une superbe couverture comme d'habitude chez Folio SF. Aurélien Polis, toi-même tu connais. Franchement, il fait des couvertures, elles sont sublimes. Là, on suit Caroline qui est dans une espèce d'institut orphelinat, élevée par le père avec un grand P, qui a une grande bibliothèque avec plein de secrets. Ils vont étudier dans cette bibliothèque tous les secrets et quelques secrets de sa puissance. Mais le père va disparaître. Et pour protéger la bibliothèque, il va falloir s'engager dans la partie, faire en sorte que le destin du monde ne soit pas en jeu. Quitte à y laisser son humanité, ça va être compliqué. Assez curieuse de voir ce que ça donne. D'autant que les premiers romans comme ça, ça passe ou ça casse, mais voilà. Il est sorti en poche, donc je me dis, s'il est sorti en poche, c'est qu'il a bien marché et que potentiellement ça pourrait me plaire. Il a eu le prix Elbakin.net en 2018, donc pourquoi pas. Ensuite, on passe sur de la jeunesse avec le premier livre de Walter Moers, puisqu'il est allemand. La Cité des livres qui rêvent. Là, on est sur l'édition chez Folio Junior, qui est sortie tout récemment, donc que j'ai acheté neuve, mais qui est sortie tout récemment. En fait, c'est un livre que j'ai en wishlist depuis 10 ans. Il est sorti en 2011. Je voulais pas l'acheter en grand format parce que puis la couverture me tentait pas plus que ça. Je vous la mettrai ici. Alors que celle-là, c'est le même style, mais elle est quand même beaucoup plus jolie. Il a eu le prix 1000 pages. On est sur un monde de fantasy qui s'appelle la Zamonie. On va suivre un jeune dragon de 77 ans qui s'appelle Hildegoust Taimit et qui est aspirant écrivain, qui va devoir retrouver l'auteur d'un manuscrit et qui part du coup à Bouquinbourg, qui est une ville où les livres sont visiblement dangereux. Tout ça combiné, tout me plaît dans ce bouquin. Tout me plaît. Le titre, la couverture, le pitch et l'univers, allons-y. Je suis conquise avant même de l'avoir ouvert celui-là. Et le dernier jeunesse, c'est la fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains de Catherine M. Valente chez Baliverne Éditions. Alors déjà, la couverture, voilà, c'est pour ça que je l'avais en wishlist, clairement. On est sur un Alice au Pays des Merveilles revisité. Vraiment, parce que quand on lit le pitch derrière, on est clairement sur un pitch qui ressemble vraiment beaucoup à Alice au Pays des Merveilles, puisqu'on va suivre Septembre, qui a 12 ans, qui veut partir à l'aventure, et elle est, on va dire, invitée en féerie par le vent vert et le léopard des petites brises. Donc déjà rien que ça, il y a le côté un petit peu onirique qui rentre en ligne de compte. Et elle va essayer de libérer Féerie de l'emprise de la marquise. Donc là on a vraiment le personnage de la Reine Rouge qui gravite. Moi ça m'a tout de suite, c'est tout de suite parti là-dedans. Et elle va avoir une vouivriothèque comme compagne. C'est complètement barré. J'aime beaucoup le dessin à l'arrière aussi qui fait extrêmement penser à Alice pour le coup. Et il y a des dessins d'entête de chapitre, voilà, qui me plaisent énormément. Et je vais voir ce que ça va donner, c'est du jeunesse, c'est de fantasy jeunesse qui me tente plutôt et ça fait bien 7-8 ans qu'il était en wishlist et je l'ai trouvé là en occasion il n'y a pas très longtemps, je suis bien contente. On enchaîne avec de la SFFF, de fantastique et science-fiction, auteur et ou collection que je connais déjà. Donc le premier que je me suis trouvé, il s'agit de Arlis Desforains de Mélanie Fazi chez Brajlon, donc en occasion aussi. Là on va suivre un jeune garçon donc, qui vit avec des forains, qui va rencontrer la fille d'un pasteur et ils vont devoir faire avec des espèces de rituels sacrificiels au bénéfice d'un épouvantail maître des champs. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est Mélanie Fazi, j'adore ce qu'elle fait.
J'adore son écriture et je sais pas, les histoires d'épouvantail, vous avez vu je vous mettrai peut-être en barre d'infos mon avis sur Smoke Hollow, que j'avais beaucoup aimé, qui était pareil avec des épouvantails, je sais pas. Le côté, le côté forain et le côté lien avec des épouvantails, moi les deux en fantastique, ça marche nickel et ça me prend tout de suite et j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis trouvé le 6e tome des Time Riders de Alex Scarrow, Les Brumes de Londres. Donc là, voilà, Alex Scarrow, c'est pareil, je vous en parle dans plusieurs book hauls parce que j'essaye de me faire la collection complète des Time Riders. Là, on est sur le 19e siècle et le moment où sévit Jack l'Éventreur à Londres, en parallèle avec leur voyage de d'habitude. Et ensuite, parce que je ne pourrais pas vous faire un book haul sans la collection Autre Monde de chez Mango Jeunesse, je me suis pris 2 titres en occasion. Donc j'ai trouvé 2 titres en occasion. Le premier, c'est Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton. Celui-là, je l'ai lu. Il s'agit d'une société où les adolescents, enfin les enfants vont être classés entre guillemets dans la société, du coup avoir leur futur métier déterminé en fonction de leur date de naissance. C'est-à-dire que plus vous êtes né tôt dans l'année, plus votre métier va être important dans la société. Le problème, c'est que là, on va suivre 2 jumelles, donc Silnoa et Silnei, qui sont sœurs jumelles. L'une est née le 31 décembre à 23h58 et l'autre est née le 1er janvier à minuit et quelques. Donc le problème, c'est qu'il y en a une qui aura une superposition dans la société et l'autre aura, limite, elle n'aura pas de métier ou voilà, elle ne pourra rien faire. Elle sera un boulet pour sa famille. Elles vont essayer de dénouer tout ça, cette espèce de carcan social qui les emprisonne avec l'entremise d'un jeune chanteur de rock rebelle qui s'appelle Cléano. J'aime beaucoup ce roman, j'avais beaucoup aimé, c'était ma première lecture de Manon Fargeton et franchement ça m'avait donné envie d'en lire d'autres. C'est par là que j'ai découvert l'autrice. C'est un super roman SF Young Adult. Ça détend, ça reste très classique dans le schéma, mais j'ai bien aimé ce monde. Et le deuxième, il s'agit de Projet Oxatan de Fabrice Collin. Donc là, on est dans un bunker sur Mars, au cœur d'une jungle très hostile, avec 4 personnages qui vont essayer du coup de partir de ce qu'ils appellent le bunker, qui est une espèce de succursale scientifique qui est au cœur de cette jungle. Je l'ai déjà lu mais il y a un longtemps, donc il faudrait que je le relise pour vous donner un avis plus précis que ça, de la SF martienne. Et on termine avec 2 graphiques que je me suis procuré. Le premier, il s'agit de Dédale, l'intégrale de Takamichi chez Doki Doki. Donc là, on va suivre 2 jeunes femmes qui sont dans un gigantesque bâtiment labyrinthique et elles vont se demander ce qu'elles font là, justement. Un seul indice, il y a un message sur une table par un créateur de jeux vidéo qui, lui, semble très bien connaître le bâtiment dans lequel elles sont. Donc en gros, on va passer le manga à savoir où sont-elles, qu'est-ce que ce bâtiment, pourquoi elles sont entre guillemets le seul espoir de l'humanité, je crois que c'est marqué ça derrière. C'est un survival. Moi, survival game et huis clos, ça me va très bien. Je suis assez friande. Au niveau du dessin, on est sur du trait assez classique. Je pense que ça va être beaucoup plus axé sur l'histoire que sur le dessin. Pour ma part, mais j'aime plutôt ça dans les survival. Et donc le dernier, je vous ai spoilé, j'ai acheté en neuf et c'est mon seul achat d'août pour le moment. Il s'agit du tome 4 de Beyond the Clouds, la fille est tombée du ciel par Nikkei. C'est chez Kiyun Collection Kizuna. Parle de cette couverture merveilleuse. Voilà. Quand j'ai su qu'ils avaient sorti le tome 4, je me suis ruée dessus et je l'ai lu le lendemain de mon achat. On est toujours avec Mia et Théo qui sont toujours en ville et puis ils vont essayer d'aider le jeune Nora qui est un brigand, un petit peu voleur, tout ça, donc il va devenir un petit peu leur ami.
Ça avance pas beaucoup au niveau de l'histoire, mais c'est toujours aussi beau au niveau des dessins. Moi je trouve ça, mais c'est tellement beau. Je vais essayer de vous trouver un peu des planches, mais franchement, j'étais mais sidérée par la beauté de ce truc. Après, ça reste très, c'est très aérien en fait au niveau du trait, très fin. C'est pas hyper précis sur certaines scènes, on est un peu perdu, mais c'est tellement joli. Après, c'est une petite enquête et c'était plutôt sympa. Je vous en parlerai en point lecture graphique bientôt, mais il n'y a pas trop plus à en dire. Et je suis assez curieuse de voir la suite parce que les graphismes sont très beaux en fait. Et voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de juillet. J'espère ne pas vous avoir perdu. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Si vous en avez aussi en pile à lire et que vous souhaitez faire une lecture commune, dites-le moi aussi parce que ça m'intéresse toujours et puis ça me permettra de les sortir bientôt. Et puis voilà, dites-moi si ça vous plaît au niveau du book haul que je fasse comme ça par thématique. Parce que c'est vrai que j'essaye de vous les classer un petit peu, histoire que ça ait un peu une cohérence quand je vous les présente. Et dites-moi si ça vous convient. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!